J'étais à l'hôpital après un accident de travail. Ma femme n'est pas venue me voir une seule fois. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit, « Tu ne vaux même pas le prix de l'essence. Crève ou guéris vite, mais dépêche-toi. » Mon beau-fils a pris le téléphone et a ajouté, « Tu ne nous manques pas », j'ai raccroché. Un mois plus tard, je suis sorti plus tôt que prévu et je ne suis jamais rentré chez moi. Hier, ma sœur m'a envoyé une vidéo de ma femme hurlant devant une maison vide. J'avais tout emporté. Même le chien. Jamais je n'aurais imaginé qu'un accident de travail ne serait que le début de mon cauchemar. Ma femme a disparu quand j'avais le plus besoin d'elle, et les mots que j'ai entendus résonnent encore dans ma tête. Quand mon beau-fils a pris le téléphone, j'ai compris que plus rien ne serait comme avant. J'ai décidé de quitter l'hôpital plus tôt que prévu et je ne suis pas rentré chez moi. Et hier, j'ai reçu une vidéo qui a confirmé mes pires craintes. J'ai 42 ans et je suis marié à Barbara, 39 ans, depuis 8 ans. Elle avait déjà un fils, Gage, qui a maintenant 16 ans. Il avait 8 ans quand je l'ai rencontré, et j'ai vraiment essayé d'être un bon beau-père. Je lui ai construit une cabane dans un arbre, je lui ai appris à pêcher, le package complet. Barbara et moi, on n'était pas le couple parfait des réseaux sociaux, mais je pensais qu'on allait bien. On avait notre routine, nos blagues, notre vie. Mais tout a changé il y a 51 jours. Je travaillais sur un chantier quand une poutre a cédé. Résultat, jambes écrasées, 3 côtes cassées et un poumon perforé. Plus tard, les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance de survivre. Honnêtement, je ne me sens pas du tout chanceux. Cette première nuit à l'hôpital est floue. Les antidouleurs me faisaient flotter entre conscience et sommeil. Je me souviens avoir appelé Barbara et lui avoir dit de ne pas amener Gage, car la situation était vraiment grave. Elle m'a dit qu'elle viendrait dès le matin. Le matin est arrivé. Rien. Deuxième jour, toujours rien. Je me suis dit qu'elle devait avoir des choses à régler avec Gage ou son travail. Je l'ai appelée le soir. Elle a décroché alors qu'elle regardait une émission de télé-réalité, je pouvais entendre le son fort en fond. Elle m'a dit qu'elle essaierait de venir le lendemain. Troisième jour, rien. Au 5e jour, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Pas pour moi, mais pour elle. Et si elle avait eu un accident? Et Gage? J'ai demandé à une infirmière si ma femme avait appelé. Rien. J'ai réessayé. Messagerie directe. Et ainsi de suite. Une semaine est devenue 2. Les infirmières ont commencé à me regarder avec pitié. L'une d'elles, Tessa, 34 ans, s'asseyait parfois avec moi pendant ses pauses. Elle ne me demandait jamais pourquoi ma femme ne venait pas, mais la question se lisait dans ses yeux. La 3e semaine, j'ai quitté les soins intensifs pour une chambre normale. À ce moment-là, je n'avais réussi à parler à Barbara que 2 fois et chaque appel n'a pas duré plus de 3 minutes. Elle était toujours occupée. Notre chien, Curtis, était malade. Le lave-vaisselle fuyait. Gage avait un match. Toujours une excuse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repensais à notre 8e anniversaire, juste 2 mois avant. Barbara était étrange, scotchée à son téléphone. Quand je lui avais demandé si tout allait bien, elle avait souri et répondu, « Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ?» Sur le moment, j'avais trouvé ça bizarre, mais j'avais laissé couler. Un vrai signe avant-coureur, hein? 4e semaine. 3e opération à la jambe. Toujours aucune visite de Barbara. Ma sœur, Bérénice, venait presque tous les jours, m'apportait des plats faits maison et me donnait des nouvelles de Curtis. Le chien allait bien, d'ailleurs. Un après-midi, avant de partir, elle a hésité et m'a demandé si je voulais qu'elle parle à Barbara. Pour lui dire quoi, ai-je demandé. L'expression de Bérénice disait tout. Ma sœur n'a jamais su cacher ce qu'elle ressentait. On a grandi dans une famille où on disait ce qu'on pensait ou on se taisait. Pour lui dire que ça fait 28 jours qu'elle n'a pas rendu visite à son mari à l'hôpital, a-t-elle répondu. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Plutôt comme si la bulle de déni dans laquelle je vivais venait d'exploser. J'ai demandé à Bérénice de vérifier notre compte joint. Appelez ça un pressentiment. Ou un réveil brutal. 2 jours plus tard, elle est revenue avec mon ordinateur portable et m'a aidé à me connecter à la banque. Ce que j'ai vu m'a fait monter la tension si fort qu'une infirmière a accouru en voyant les alarmes s'affoler. 6 000 $ retirés en 1 mois. La plupart dans des distributeurs.
quelques virements vers un compte inconnu. Et un achat chez un bijoutier. Barbara ne porte pas de bijoux. Juste son alliance et le collier que je lui ai offert à Noël dernier. Cette nuit-là, j'ai passé l'appel qui a tout changé. Cette fois, elle a décroché. Je n'ai pas parlé de l'argent. J'ai seulement demandé quand elle comptait me rendre visite. Écoute, l'hôpital est à environ 40 minutes d'ici, m'a-t-elle dit en mâchant quelque chose. L'heure du dîner. L'essence coûte presque 5 $ le gallon. Et avec tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, j'ai répété. Ben, je suis essentiellement une mère célibataire maintenant. Gage à ses activités, la maison tombe en ruine. Le toit qui fuit ne va pas se réparer tout seul. Je lui ai rappelé que ma sœur avait proposé plusieurs fois de la chercher. Que des amis aussi avaient proposé de l'aider. Qu'on avait largement assez d'argent pour l'essence enfin, avant qu'elle retire tout. Et c'est là qu'elle a dit. Les mots que je n'oublierai jamais. Tu ne vaux même pas le prix de l'essence, Everett. Meurs vite ou guéris d'un coup, mais j'en ai marre de ce entre-deux. J'ai dû faire un bruit, car tout de suite elle a commencé à se raviser. Elle a dit qu'elle était stressée. Qu'elle ne voulait pas dire ça. Mais je n'écoutais déjà plus. Et c'est à ce moment-là que Gage a pris le téléphone. Je pense qu'il avait raison depuis le début. Tu ne nous manques pas, m'a-t-il dit, la voix tremblante, essayant de paraître plus dur qu'il ne l'était vraiment. C'est l'ami de maman, Silvio, qui aide pour tout. Silvio. Notre voisin. Le type qui avait emménagé il y a 6 mois et qui se proposait toujours d'aider Barbara pour les tâches de la maison pendant que je travaillais tard. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge et je suis resté à fixer le plafond pendant des heures ou du moins, c'est ce que ça m'a semblé. Le matin est arrivé. Jour 36 à l'hôpital. Tessa m'a apporté un petit pot de pudding en plus avec mes médicaments. Nuit difficile, a-t-elle demandé, remarquant mon petit déjeuner intact. Je lui ai tout raconté. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle était la seule à m'avoir traité avec gentillesse tout ce temps, sans rien attendre en retour. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Certaines personnes montrent qui elles sont dans les bons moments. Les malins font attention. Le reste d'entre nous l'apprend dans les pires. Les 2 semaines suivantes ont été un flou de séances de rééducation, de consultation et de préparation secrète. J'ai demandé à l'hôpital de ne donner aucune information à Barbara si elle appelait. Elle n'a jamais appelé. J'ai demandé à Bérénice d'aller chercher des documents dans notre bureau à la maison pendant que Barbara était au travail. J'ai passé quelques coups de fil en utilisant le téléphone de ma sœur. Pendant ce temps, je surveillais les comptes bancaires tous les jours. Encore des retraits. Encore des dépenses inexpliquées. Une transaction pour 2 billets d'avion vers Cancun. Barbara déteste la plage. Elle dit toujours que le sable se glisse partout. Un après-midi, Bérénice est entrée dans la chambre avec un air inquiet. Elle m'a dit qu'elle était passée devant notre maison et qu'elle avait vu la voiture de Silvio dans l'allée. 14 heures. Un mercredi. À l'heure où Barbara était censée être au travail. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, une étrange sensation de calme m'a envahi. Comme si, enfin, tout devenait clair. Ce soir-là, j'ai demandé à Tessa ce qu'il fallait faire pour sortir contre avis médical. Les médecins voulaient que je reste au moins 3 semaines de plus. Ma jambe était encore immobilisée. Je pouvais à peine marcher avec un déambulateur. Mais je devais partir avant que Barbara ne vide complètement nos comptes. Ama, a dit Tessa. Sortie contre avis médical. Mais Everett, tu es encore en convalescence. Le risque d'infection. Je ne peux plus rester ici, ai-je répondu. Plus maintenant. Elle m'a tout expliqué sur les soins à domicile. M'a aidé à trouver une société de location de matériel médical qui livrait. Elle m'a même donné le numéro d'un service d'infirmier à domicile. Jour 51. J'ai signé les papiers de l'AMA. Mon médecin a passé une demi-heure à essayer de me convaincre de rester. Il m'a dit que je courais un risque sérieux de complications. Je lui ai répondu que le plus grand risque était de rester. Bérénice est venue me chercher avec son SUV. Elle avait baissé les sièges arrière pour que je puisse garder la jambe surélevée. Quand on s'est éloigné de l'hôpital, elle a posé la question évidente. On va où?
Chez toi. J'ai regardé l'hôpital disparaître dans le rétroviseur. 51 jours. Pas une seule visite de ma femme. Non, ai-je dit. Pas à la maison. Emmène-moi au Stébridge sur Wesley. J'ai réservé. Séjour prolongé, pour combien de temps? J'ai pensé à Barbara, à Gage, à Silvio. À l'argent disparu. Au voyage à la plage. À 8 ans passés à construire une vie avec quelqu'un qui n'avait même pas pris la peine de venir à l'hôpital. Aussi longtemps qu'il le faudra, ai-je répondu. J'ai des plans à préparer. Bérénice m'a regardé rapidement, puis a reporté son attention sur la route. Tu vas te venger, hein? Pour la première fois en 51 jours, j'ai souri. Non. Je vais donner à Barbara exactement ce qu'elle mérite. Rien de plus, rien de moins. Et c'est ainsi qu'a commencé l'opération Maison Vide. Mise à jour 1. D'abord, merci pour tous les prix et les messages que j'ai reçus sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral comme ça. Certains d'entre vous ont dit que mon histoire était fausse. Commentaires étranges, mais bon. D'autres voulaient des mises à jour immédiates. Désolé pour le délai. Il se trouve que planifier une vengeance tout en se remettant de blessures graves prend énormément de temps. Alors, où en étais-je? Ah oui, au Stébridge de Westlake. Je ne vais pas mentir, cette première nuit a été difficile. La chambre d'hôtel paraissait immense et vide comparée à l'hôpital. Pas d'infirmière pour vérifier mes signes vitaux toutes les 4 heures. Pas de machine qui bip. Juste moi, mes pensées et une jambe qui me donnaient l'impression d'être poignardé en continu. J'ai fini par enchaîner une émission de concours culinaire jusqu'à 4 heures du matin, parce que les antidouleurs ne faisaient plus assez effet. Bérénice m'a apporté le petit déjeuner le lendemain. Ces sandwichs d'hôtel réchauffés au micro-ondes et le café le plus fort jamais préparé par l'humanité. Je l'ai trouvé en train de faire défiler les commentaires d'un groupe du quartier sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai découvert que Barbara avait posté sur son « mari héroïque qui se battait pour sa vie », demandant des prières, en ce moment si difficile, avec une photo de nous datant d'il y a 5 ans, prise pendant un voyage. Elle avait publié ça 3 jours après mon accident et elle n'avait plus jamais parlé de moi depuis. Le culot de cette femme. Bérénice voulait que je l'appelle tout de suite. Que je lui dise que je savais tout. Que je balance tout publiquement sur les réseaux. Une partie de moi voulait ça aussi. Cette explosion publique, tout le monde voyant enfin ce qu'elle avait fait. Mais je n'arrêtais pas de repenser à quelque chose que Tessa m'avait dit à l'hôpital. La meilleure vengeance n'est pas seulement bien planifiée. Elle est patiente. Alors, au lieu d'envoyer des messages haineux, j'ai fait une liste. J'ai ouvert l'appli Notes de mon téléphone et j'ai commencé à écrire tout ce que je devais faire. Trouver un avocat. Documenter les biens. Découvrir ce qui s'est passé avec notre argent. Ouvrir un compte bancaire à mon nom. Trouver un logement fixe. Obtenir la garde de Curtis. Bérénice m'a aidé à trouver un avocat qui pouvait venir directement à l'hôtel, puisque je ne pouvais pas encore conduire. Le type s'appelait Régis. Il est arrivé le lendemain en jean, basket et avec un sac à dos au lieu d'une mallette en cuir. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais Régis était exactement ce dont j'avais besoin. Pragmatique, direct, et apparemment spécialisé dans les affaires domestiques compliquées. La première chose qu'il m'a demandé. Tu veux divorcer ou juste te séparer? Je n'y avais même pas encore réfléchi, pour être honnête. Mais la réponse est venue plus vite que je ne l'aurais cru. Divorce. Sans aucun doute, divorce. On a passé 3 heures à tout décortiquer. La maison, qu'on avait achetée avant le mariage mais refinancée ensemble. Les voitures, une à chaque nom. Les comptes bancaires, presque tous communs. Les fonds de retraite, séparés. Régis notait tout sur sa tablette, en poussant parfois un petit sifflement discret. Donc, elle n'est jamais venue te voir à l'hôpital, m'a-t-il demandé en me fixant. 51 jours. Jamais. Il a secoué la tête. Et tu es certain des retraits? Des voyages? De ce Silvio? Je lui ai montré les relevés bancaires, les transactions de cartes de crédit, les captures d'écran que Bérénice avait faites des réseaux sociaux, des lieux où Barbara faisait des check-in, des restaurants que je ne connaissais même pas, toujours accompagnés d'un « ami » jamais identifié. Voilà la situation, m'a dit Régis. Dans notre état, tu as droit à la moitié de tous les biens du mariage.
Mais attention, tu dois avoir des preuves avant qu'elle ne commence à tout cacher. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir encore une fois. Mais ce n'était pas à cause de la douleur, c'était à cause des plans. Je suis resté allongé à fixer le ventilateur au plafond, avec 1000 scénarios qui tournaient dans ma tête. Barbara pensait que j'étais toujours à l'hôpital. Elle n'avait aucune idée que je savais pour Silvio, pour l'argent, pour tout. Ça me donnait un avantage que je ne pouvais pas gaspiller. Jour 3 à l'hôtel. J'ai créé une nouvelle adresse email et commandé un téléphone jetable sur Internet. Ensuite, j'ai envoyé un message à Barbara depuis mon téléphone habituel, en disant que les médecins voulaient me garder plus longtemps, que je n'avais pas de réseau et que je l'appellerais quand je pourrais. Elle a répondu avec un simple emoji, pouce en l'air. Même pas un mot. La semaine suivante a été entièrement consacrée à la documentation. Bérénice est allée chez nous pendant que Barbara était au travail et a pris des photos de tout. Chaque pièce. Chaque tiroir. Chaque placard. Elle m'a ramené tous mes documents importants, acte de naissance, carte de sécurité sociale, passeport. Elle a aussi pris quelques vêtements et mon ordinateur portable de secours. Pendant ce temps, j'ouvrais de nouveaux comptes dans une autre banque. J'y ai fait transférer directement mon salaire. J'ai transféré la moitié de nos économies, pas un centime de plus, pas un de moins, comme Régis l'avait conseillé. J'ai annulé les cartes de crédit conjointes et demandé une nouvelle carte uniquement à mon nom. Trouver un appartement en ne pouvant presque pas marcher n'a pas été facile. J'ai fini par faire des visites virtuelles sur mon ordinateur. J'ai trouvé un rez-de-chaussée dans un immeuble avec ascenseur, à 15 minutes de l'ancienne maison. J'ai signé le bail en ligne et payé la compte depuis mon nouveau compte. 2 semaines après ma sortie de l'hôpital, je marchais encore avec un déambulateur, mais je commençais à reprendre des forces. Barbara a appelé exactement 2 fois. Les 2 appels ont duré moins d'1 minute. Toujours, trop occupé, toujours, pressé quelque part. J'ai continué le petit jeu. J'ai dit à Barbara que je faisais de la kiné 2 fois par jour et que les médecins étaient satisfaits de mes progrès. C'est là que j'ai appris, grâce à Bérénice, que Barbara prévoyait un week-end entre copines. 3 jours à Nashville, départ vendredi matin, retour dimanche soir. Timing parfait, ne décrit même pas assez bien. J'ai appelé une société de déménagement et tout planifié pour samedi. J'ai payé un supplément pour qu'ils fassent aussi les cartons. J'ai fait un inventaire détaillé de ce qui m'appartenait avant le mariage, de ce qu'on avait acheté ensemble et de ce qui était uniquement à elle. Régis a tout relu et fait des ajustements pour que ce soit parfaitement légal. L'attente a été la partie la plus dure. Le jeudi soir, je tremblais presque d'angoisse. Et si Barbara annulait le voyage? Et si elle rentrait plus tôt? Et si Gage restait à la maison? 1000, et si, tournaient en boucle dans ma tête. Vendredi matin est arrivé. Bérénice est passée devant notre maison vers 7 heures. La voiture de Barbara avait disparu, remplacée par une navette pour l'aéroport, pleine de valises. Opération maison vide officiellement lancée. Le samedi à midi, Bérénice est venue me chercher à l'hôtel. J'étais passé du déambulateur aux béquilles. Encore très lent, mais je pouvais me déplacer. On est arrivé à la maison au même moment que le camion de déménagement. 4 déménageurs, super pro. J'avais mes clés, ma liste d'inventaire et une détermination que je ne me connaissais pas. Rentrer dans ma maison après presque 70 jours d'absence était surréaliste. Tout paraissait pareil, et en même temps différent. Comme si j'entrais sur le plateau d'une série sur ma vie, pas vraiment chez moi. Photos de Barbara et moi accrochés au mur. Courrier empilé sur le comptoir de la cuisine. Les baskets de Gage près de l'entrée. Le plus surprenant? La maison était impeccable. Propre comme dans un magazine. En 8 ans de mariage, je ne l'avais jamais vue aussi rangée. Apparemment, Barbara ne faisait le ménage à fond que pour Silvio, pas pour son mari. Curtis a dévalé les escaliers en entendant ma voix. Il a failli me faire tomber, même avec les béquilles. 80 kilos de pure joie canine, pleurnichant, me léchant, remuant la queue comme s'il allait s'envoler. Ce moment, mon chien qui me reconnaissait après des mois, m'a presque brisé. J'ai dû aller m'enfermer dans la salle de bain 1 minute pour reprendre mon souffle. Les déménageurs ont été rapides. Ils ont commencé par les gros meubles, le lit que j'avais avant le mariage, les meubles du salon qu'on avait achetés ensemble, mais partagés à 50-50e. Mon bureau. Mes outils dans le garage.
les affaires de Barbara sont restées intactes. Sa coiffeuse. Son dressing plein de vêtements. Son matériel d'art dans l'atelier. La chambre de gage a été plus compliquée. Légalement, je n'avais aucune obligation d'y toucher. Mais émotionnellement, c'était autre chose. J'avais aidé à élever ce gamin pendant 8 ans. Je lui avais appris à faire du vélo, aidé pour ses projets de science. Finalement, j'ai tout laissé sauf le setup gamer que je lui avais offert à Noël dernier. Celui-là, je l'ai emporté. Vers 16h, Bérénice a commandé des pizzas pour tout le monde. On s'est assis sur les couvertures de déménagement dans le salon à moitié vide, à manger directement dans la boîte. Un des déménageurs m'a demandé pourquoi on laissait certaines affaires. J'ai juste répondu, on est en train de partager les biens. Il a hoché la tête, l'air de quelqu'un qui a déjà vu ça souvent. À 19h, le camion était plein. J'ai fait un dernier tour dans la maison, pour être sûr d'avoir pris exactement ce qui m'appartenait. Pas plus, pas moins. Je me suis retrouvé immobile dans notre chambre, devant la photo de mariage sur la table de chevet de Barbara. J'ai décidé de la laisser. Laisser ça à elle. Qu'elle gère ce souvenir. Le nouvel appartement était un vrai champ de bataille ce soir-là. Des cartons partout, les meubles placés n'importe comment, je ne pouvais presque pas aider à organiser. Curtis reniflait partout, visiblement perturbé par cet endroit inconnu. Bérénice est restée jusqu'à presque minuit, m'aidant à déballer l'essentiel et à préparer mon lit. Quand elle est partie, le silence était assourdissant. Juste Curtis et moi, dans un lieu étranger, entouré des débris matériels de mon ancienne vie. Je me suis assis sur le canapé, posé au milieu du salon, et j'ai commencé à faire défiler mon fil d'actu sur le téléphone. Barbara avait posté des photos en direct de Nashville. Des sourires avec les copines. Des hashtags comme #GirlsWeekend et #LivingMyBestLife. Pendant ce temps, sa maison était, à moitié vide. Le lendemain, c'était dimanche. Barbara et Gage devaient rentrer en fin d'après-midi. Je pensais que j'allais être submergé par l'angoisse, mais au lieu de ça, je me sentais étrangement serein. Comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin. Vers 18h, mon téléphone s'est allumé avec un message de Bérénice. Ils sont arrivés. Maintenant, on attend le feu d'artifice. À 18h47, mon téléphone a explosé. D'abord, les messages de Barbara. Où sont nos affaires? Qu'est-ce que t'as fait? Tu es sérieux? Puis les appels. L'un après l'autre. Je les ai regardés arriver et je n'ai décroché aucun. Après le 6e appel, j'ai éteint complètement mon téléphone. 1 heure plus tard, le portable jetable a vibré avec un message de Bérénice. Tu dois voir ça. Elle m'avait envoyé une vidéo de la caméra devant sa porte. Bérénice habite en face, 2 maisons plus bas. Assez proche pour voir l'entrée de notre maison. La vidéo montrait Barbara debout sur la pelouse, en train de hurler contre la maison. Elle gesticulait, hors d'elle, le visage complètement déformé. Le son? Parfaitement clair. Il a tout pris. Même ce foutu chien. Qui fait un truc pareil? Curtis a regardé l'écran quand il a entendu sa voix dans la vidéo, a incliné la tête comme s'il essayait de comprendre. Puis il est simplement retourné mâchouiller son os, totalement détendu. Chien intelligent. Plus tard dans la soirée, j'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, 32 messages, 4 messages vocaux. Je n'en ai écouté qu'un. C'était Barbara. Sa voix tremblait. Tu ne peux pas juste disparaître avec nos affaires. Ce n'est pas légal. Je vais appeler la police. J'ai transféré ça à Régis. Il a répondu en quelques minutes. Laisse-la appeler. Tout ce qu'on a fait est parfaitement légal. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de Barbara. Objet, il faut qu'on parle. Le corps du message ne contenait que 3 lignes. Je sais que tu es en colère, mais c'était extrême. Appelle-moi. On peut arranger ça. B. Pas d'excuses. Pas une seule reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Toujours la même Barbara, persuadée d'être encore aux commandes. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai demandé à Régis d'envoyer une lettre formelle listant exactement ce que j'avais pris et pourquoi, accompagné des papiers du divorce. Légal. Méthodique. Parfaitement conforme.
Cet après-midi-là, en rangeant des cartons dans la cuisine du nouvel appart, je suis tombé sur quelque chose que j'avais complètement oublié. Une carte d'anniversaire de mariage que Barbara m'avait offerte 2 mois avant l'accident. À l'intérieur, elle avait écrit « Que les années à venir nous apportent encore plus de moments à construire notre vie ensemble ». Je suis resté là à la regarder longtemps. Une preuve concrète d'une promesse, déjà brisée au moment où elle l'avait écrite. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Barbara, avec une seule question. Est-ce que Silvio était déjà dans le tableau quand tu as écrit ça? Elle l'a vu immédiatement. Elle a commencé à taper. S'est arrêtée. A recommencé. Puis, finalement, elle a répondu. C'est compliqué. Et c'est là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Parce que certaines choses ne sont pas du tout compliquées. Mise à jour finale. Bon, Reddit. Voilà la mise à jour finale que vous attendiez tous. Désolé pour le délai, la vie a été intense. Avant tout, merci pour tous les prix et les messages de soutien. Je n'aurais jamais imaginé que mon incendie personnel au ralenti toucherait autant de gens. Cela fait maintenant 3 mois depuis l'opération Maison Vide. 3 mois à reconstruire ma vie, tout en observant mon ancienne vie s'effondrer, à distance, en toute sécurité. La partie la plus étrange? J'ai passé des semaines à trouver des pinces à cheveux dans des endroits improbables. Dans mes chaussures, dans une boîte à couverts, entre les coussins du canapé. Chaque petit bout de métal était comme un rappel discret de la vie que j'avais laissée derrière moi. D'une certaine façon, c'est logique. Même après avoir pris uniquement ce qui m'appartenait, des morceaux de Barbara ont quand même trouvé un moyen de rester, sans invitation. Après ma dernière mise à jour, les choses ont dégénéré très vite. En moins de 48 heures, Barbara est passée de messages furieux à des messages vocaux en pleurs. Les montagnes russes émotionnelles étaient quelque chose à voir. Une minute, elle menaçait de poursuites judiciaires. La suivante, elle me suppliait de rentrer et d'en parler. Le manuel classique de manipulation. J'avais déjà vu ce schéma des centaines de fois, je ne l'avais juste jamais reconnu pour ce qu'il était vraiment. Le 3e jour après le déménagement, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était Gage. Sa voix paraissait plus petite que dans mon souvenir, comme s'il avait rétréci en quelques semaines depuis notre dernière rencontre. Il m'a demandé s'il pouvait venir me voir. Juste pour parler. Sans Barbara, sans drame. Juste nous deux. J'ai hésité. Ce gamin m'avait aussi blessé avec son « on ne te manque pas ». Mais 8 ans à être son beau-père, ça ne disparaît pas comme ça. Je lui ai dit qu'il pouvait venir le lendemain, après l'école. Je lui ai donné l'adresse, mais je lui ai fait promettre de ne pas la dire à sa mère. Bérénice pensait que j'étais naïf. Elle disait que c'était sûrement un piège, Barbara utilisant Gage pour découvrir où je vivais. Peut-être qu'elle avait raison. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de voir s'il restait encore quelque chose à sauver. Gage est arrivé pile à l'heure, portant le sweat que je lui avais offert à Noël dernier. Il est resté sur le pas de la porte de mon nouvel appart, un peu gêné, regardant les cartons encore fermés, les meubles improvisés. Curtis a complètement pété un câble en le voyant, remuant la queue, lui sautant dessus. Ce qui a suivi a peut-être été la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec mon beau-fils. On s'est assis sur le balcon, buvant des sodas et regardant les voitures passer en bas. Gage, les yeux rivés sur ses baskets, m'a raconté que Barbara et Silvio étaient ensemble depuis presque 1 an. Il m'a dit qu'il les avait entendus parler de moi pendant que j'étais à l'hôpital. Barbara disait que mon accident était « pratique », parce que ça leur permettait de passer plus de temps ensemble. Et le coup final. La phrase « on ne te manque pas » n'était même pas son idée. Barbara l'avait entraîné. Elle lui avait promis une nouvelle console de jeu s'il disait ça avec assez de conviction. Elle voulait que j'arrête de l'appeler autant. Le gamin a 16 ans. Il était partagé entre la loyauté envers sa mère et sa propre conscience. Je lui ai demandé pourquoi il me racontait tout ça maintenant. C'est alors qu'il a enfin levé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Voir la maison à moitié vide a été un électrochoc. Il a dit qu'il avait compris qui était vraiment sa mère ce soir-là, quand elle avait passé des heures au téléphone avec ses copines au lieu d'essayer de me chercher. Plus préoccupé par les meubles disparus que par le fait que je sois en vie. Ce soir-là, après que Gage soit parti,
je suis resté assis sur le balcon jusqu'à 2 heures du matin, une bière à la main, essayant de digérer tout ça. Je ne cessais de repenser à tous les signaux d'alerte que j'avais ignorés au fil des années. Les soirées, d'événements professionnels, les week-ends avec des amis que je n'ai jamais rencontrés, la distance croissante que j'attribuais aux phases normales d'un couple. Le lendemain matin, mon téléphone jetable a reçu un message d'un numéro inconnu. Je sais que Gage t'a rendu visite hier. Barbara. D'une façon ou d'une autre, elle avait obtenu mon nouveau numéro. Probablement en fouillant le téléphone de Gage pendant qu'il dormait. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé Régie et tout lui raconté. Il m'a dit de désormais garder toute communication avec elle exclusivement via lui. Procédure standard dans un divorce conflictuel. Il m'a rappelé que, d'un point de vue légal, on était toujours en terrain sûr pour le partage des biens. Et il m'a conseillé de documenter toute menace ou harcèlement. 2 semaines après le déménagement, la caméra de la porte que Bérénice avait installée à mon appartement a capté Barbara assise dans sa voiture, sur le parking des visiteurs. Juste, assise là. À regarder mon immeuble. Pendant 3 heures. La notification n'a cessé d'apparaître sur mon téléphone pendant que j'étais en séance de kiné. Mon anxiété a explosé. Mon nouveau foyer était censé être mon refuge. Maintenant, il semblait violé. Quand je suis rentré, sa voiture était déjà partie, mais il y avait un paquet devant ma porte. Sans étiquette d'envoi. Juste mon prénom, écrit à la main, dans l'écriture de Barbara. À l'intérieur. L'ancien panier de Curtis. Quelques photos de moi et Gage en train de pêcher. Et une lettre. Je ne l'ai pas lue tout de suite. Je l'ai rangée dans un tiroir et j'ai essayé de faire comme si elle n'existait pas. Cette nuit-là, Barbara a appelé d'un nouveau numéro. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose en moi m'a dit que je devais décrocher. Sa voix était différente. Plus posée. Sans ses habituelles tactiques de manipulation. Elle a demandé des nouvelles de Curtis. Si je me remettais bien. Si j'allais bien. Puis, elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, elle a dit qu'elle me raconterait tout, si je voulais savoir. Sans mensonge. Sans jeu. Juste la vérité. Une partie de moi voulait raccrocher, pour protéger tout le chemin parcouru. Mais une partie plus grande avait besoin de réponses. Peut-être, d'une forme de clôture. Alors, on a parlé pendant presque 2 heures. Elle a admis que sa relation avec Silvio avait commencé 9 mois avant mon accident. Elle a dit qu'elle planifiait déjà de demander le divorce, mais qu'elle n'avait jamais trouvé le bon moment. Puis je me suis blessé, et soudain, l'équation a changé. Si je mourais, elle touchait l'assurance vie. Si je survivais, elle devrait tout partager dans un divorce. C'est pour ça qu'elle n'est jamais venue me voir. Elle espérait que je ne m'en sorte pas. Laisse ça s'imprégner un instant. Ma femme, avec qui j'étais depuis 8 ans, espérait activement ma mort. Quand il est devenu clair que j'allais survivre, elle a commencé à retirer de l'argent, à préparer sa séparation. Les billets pour Cancun? Un voyage avec Silvio, une fois que tout serait réglé. L'achat chez le bijoutier. Un cadeau pour lui, pas pour elle. J'ai écouté tout ça sans interrompre. Sans réagir. Juste en absorbant chaque révélation, comme une brique supplémentaire dans le mur séparant mon ancienne vie, de la nouvelle. Quand elle a fini, je n'ai posé qu'une seule question. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Elle a ri. Mais c'était un rire creux. Elle a dit que Silvio l'avait quitté un jour après mon déménagement. Apparemment, mon « côté psychopathe », ces mots l'avaient effrayée. Ça lui avait fait réaliser qu'elle ne valait pas la peine. Et maintenant, elle était seule, dans une maison à moitié vide, avec un fils qui ne lui parlait presque plus. Je devais ressentir de la satisfaction. Une forme de vengeance. Mais je ne ressentais que de la fatigue. Fatigue des jeux, des mensonges, des montagnes russes émotionnelles. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, tout passerait par Régie. Nous n'avions plus rien à nous dire. Une semaine plus tard, Gage m'a demandé s'il pouvait passer les week-ends avec moi. Il a dit que l'ambiance à la maison était tendue. Barbara buvait plus que d'habitude, pleurait sans raison, criait sans motif. J'ai vérifié avec Régie. Légalement, c'était compliqué, mais possible avec son accord. Et, étonnamment, elle a accepté.
Peut-être par culpabilité. Peut-être juste pour se libérer. Quoi qu'il en soit, j'ai vidé la deuxième chambre et préparé un espace pour Gage. Rien de luxueux, un lit, un bureau, de la place pour ses affaires. Le premier week-end était plutôt étrange. Aucun de nous ne savait vraiment comment agir dans cette nouvelle dynamique. On a fini par jouer aux jeux vidéo et commander trop à manger. Mais au troisième week-end, on avait trouvé notre rythme. Film le vendredi, pancake le samedi matin, promenade avec Curtis le dimanche. De petits moments simples, qui construisaient une nouvelle forme de relation. Pendant ce temps, le divorce suivait son cours. Barbara avait contesté certains points de la répartition au début, mais elle avait vite abandonné. Elle a tout signé sans se battre davantage. La maison serait vendue, et l'argent divisé moitié-moitié. Le reste des biens selon le plan de Régie. 6 semaines après le déménagement, je faisais défiler mon feed Instagram quand une suggestion de compte inconnu est apparue. C'était ça, de l'hôpital. On s'était échangé nos numéros, mais on n'avait plus jamais parlé. Son profil était plein de photos de randonnée et de nourriture. Sans trop réfléchir, je lui ai envoyé un message. Juste un « Salut, comment tu vas ?» Elle a répondu presque tout de suite. On s'est retrouvés pour un café quelques jours plus tard. Rien de romantique. Juste 2 personnes qui reprenaient des nouvelles. Elle avait changé d'hôpital, changé de boulot. Je lui ai montré des photos de Curtis dans mon nouvel appart, raconté les week-ends avec Gage. Elle a tout écouté avec la même attention qu'avant, comme si chaque mot comptait. En partant, elle m'a parlé d'un groupe de soutien pour les personnes qui se remettent de grosses blessures et de grands changements de vie. Elle a dit que ça l'avait beaucoup aidé après son propre divorce, des années plus tôt. J'ai pris les infos, mais je n'ai rien promis. Les groupes, ce n'est pas vraiment mon truc. 2 semaines plus tard, me voilà assis dans une salle d'un centre communautaire, entouré d'inconnus avec leurs propres histoires. La première fois, je n'ai presque pas parlé. J'ai juste écouté. Et, étrangement, ça m'a fait du bien. Être entouré de personnes qui comprenaient le poids physique et émotionnel de reconstruire sa vie à zéro. 3 mois après le déménagement, les choses commençaient enfin à se stabiliser. Ma jambe allait mieux. Je boitais encore, mais plus besoin de béquilles. L'appartement, pour la première fois, ressemblait vraiment à un foyer, et non à un entrepôt de carton. Curtis avait choisi le coin ensoleillé près de la porte vitrée comme son territoire. Et puis est arrivé le jour de l'audience finale du divorce. Je redoutais ce moment depuis des semaines. Pas par doute, mais parce que ça signifiait me retrouver face à Barbara une dernière fois. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Barbara s'est assise de l'autre côté, portant une robe que je n'avais jamais vue. Coiffure impeccable. Maquillage parfait. Comme si elle se produisait sur une scène. Quand nos regards se sont croisés, elle m'a lancé un petit sourire crispé qui ne touchait pas ses yeux. Les formalités ont commencé. Et, étonnamment, tout était anticlimatique. Le juge a relu notre accord, a posé quelques questions pour clarifier certains points, et, d'un simple coup de stylo, tout est devenu officiel. 8 ans de mariage dissous en moins de 30 minutes. En sortant de la salle, Barbara m'a arrêté dans le couloir. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait faire une scène. Mais au lieu de ça, elle m'a tendu une enveloppe. Elle a dit que c'était une copie de notre photo de mariage, celle que j'avais laissée derrière. Elle a ajouté qu'elle pensait que je voudrais peut-être la garder, en souvenir. Je l'ai remerciée poliment, je l'ai mise dans la poche de ma veste. Et je suis parti. Sans me retourner. La photo est allée directement à la poubelle dès que je suis rentré. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Gage, me demandant si nos plans pour le week-end tenaient toujours, même après la finalisation du divorce. Il y avait quelque chose dans ce message, une incertitude. La peur de perdre encore quelque chose. Ça m'a frappé en plein cœur. Ça m'a rappelé que, même si ma relation avec Barbara était terminée, mon lien avec Gage n'avait pas besoin de l'être aussi. J'ai répondu. Bien sûr. Pizza et film demain. Cette fois, c'est toi qui choisis. Le lendemain soir, on était sur le canapé, Gage et moi, avec Curtis affalé sur nos genoux. Je me suis surpris à rire sincèrement à une blague débile du film. Pas un petit rire poli, pour faire genre. Un vrai rire, qui m'a pris par surprise par sa sincérité. Et c'est là que j'ai compris.
J'allais m'en sortir. Pas immédiatement. Pas parfaitement. Mais vraiment, sincèrement, j'allais aller bien. La semaine dernière, Barbara a enfin vendu la maison. Les déménageurs sont venus récupérer le reste de ses affaires. Bérénice m'a envoyé une photo du panneau « Vendu » planté dans le jardin. C'était censé être un moment marquant, mais ça n'a été qu'une étape de plus pour démêler nos vies entremêlées. Hier, j'ai eu ma dernière séance de kiné. La thérapeute m'a dit que mes progrès étaient impressionnants, que la plupart des gens avec ma blessure mettent 2 fois plus de temps à en arriver là. J'ai dit que c'était juste de l'entêtement et de la rancune. Elle m'a dit que ça s'appelait de la résilience. Peut-être qu'on a toutes les deux raisons. Alors voilà. Divorce finalisé. Récupération physique sur la bonne voie. Gage vient me voir souvent. Curtis est plus heureux que jamais. Et moi, je trouve mon chemin, un jour après l'autre. Ah, et Tessa. On a pris un café ensemble 6 fois. Dîné 2 fois. Rien de précipité, rien de forcé, juste 2 personnes qui apprennent vraiment à se connaître. Le week-end dernier, elle est venue ici et a appris à Gage à faire des pâtes fraîches maison. La cuisine ressemblait à une zone de guerre après une explosion de farine. Mais c'était le meilleur repas que j'ai eu depuis des mois. Barbara m'envoie encore des messages de temps en temps. Généralement à propos de Gage. Parfois pour des choses pratiques, courrier, impôts, documents d'assurance. Nos échanges sont courts et polis. La colère s'est transformée en une sorte de reconnaissance distante. Nous avons fait partie de l'histoire l'un de l'autre pendant un temps. Maintenant, c'est fini. Quant à Silvio, il a déménagé du quartier le mois dernier. Apparemment, il a décidé qu'il était plus simple de recommencer ailleurs plutôt que d'affronter les conséquences d'avoir été, l'autre, dans un divorce chaotique. Je ne peux pas lui en vouloir. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré tout ça. Si l'opération maison vide n'avait pas été un peu trop extrême. Peut-être que ça l'était. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette pas d'avoir montré à Barbara ce qu'était réellement la vie sans moi. Au final, elle a trouvé une maison vide. Et moi, je me suis trouvé moi-même. Merci de m'avoir écouté, Reddit. Vos commentaires et votre soutien m'ont aidé à traverser mes jours les plus sombres. Je ne sais pas si je posterai d'autres mises à jour. J'espère que ma vie deviendra assez ennuyeuse pour ne plus rien avoir à raconter. Et honnêtement, ça me va parfaitement. Commentaire Monsieur Reddit. Waouh! Quel parcours! Parfois, on pense que perdre quelqu'un va nous briser, mais en réalité, c'est ce qui nous libère enfin. Au final, il n'a pas seulement repris sa vie en main, il a aussi découvert qui était vraiment à ses côtés. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment envie de connaître votre avis.